Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast des histoires de la Louve. Moi c'est Cassandra, je suis artiste, voyante et cartomancien. Je t'emmène avec moi dans mon univers. Je te propose un voyage un peu insolite avec le tarot de Marseille. Pour commencer, je vais te conter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire imaginée et créée avec 3 arcanes du tarot. Une majeure et 2 mineures. À la fin, je te révélerai qui étaient nos héroïnes et quel message elles souhaitaient apporter au travers de leur récit. Ainsi, je te laisserai avec quelques questions que tu pourras noter et avec lesquelles tu pourras partir creuser dans les profondeurs de ton être. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on part découvrir l'histoire au doux titre d'Ombre et Lumière. Morgane s'avançait doucement dans la pénombre, avec pour seule source de lumière celle qu'elle pouvait créer. Et elle ne savait pas vers quoi elle allait, mais une force, une volonté intérieure l'a efforcée à le faire. Aller chercher encore plus profond, s'enfoncer jusqu'à se perdre. Et elle se rappelait sa préceptrice qui lui avait conseillé d'aller là-bas, d'y aller pour enquêter, car c'était là-bas que se trouvaient les réponses pour comprendre. Mais comprendre quoi ? Comprendre ce qui avait pu conduire à cette situation que vivait Morgane depuis maintenant des années. Une hécatombe, ce fut une hécatombe. Les murs de la forteresse de ses parents s'étaient effondrés les uns après les autres. Il ne restait plus rien, plus personne. Quel mal avait bien pu causer autant de souffrance et de désarroi ? Pourquoi n'avait-elle pas pu l'anticiper ? Comment réparer ces dégâts ? Morgane se retrouvait seule face à la pénombre, explorant les ruines du château à la recherche de la source de ce chaos. Même si les ombres étaient maîtresses en ces lieux, elle apercevait des bribes de ruines et des restes du lieu. Au détour de couloirs et d'allées, elle retrouvait des objets souvenirs de son enfance et des tendres moments qu'elle avait pu vivre. Plus Morgane avançait, plus elle se sentait seule, plus cette sensation pesait sur elle, perdue, sans réel repère, et elle continuait de chercher, de s'enfoncer. Morgane marchait et pénétrait les tréfonds des lieux, et elle se demandait si l'idée était judicieuse, si elle n'aurait pas dû demander de l'aide, d'être accompagnée. Mais elle se rappela les paroles de sa préceptrice. L'endroit est protégé par un sceau magique que seul toi peux pénétrer. Tu ne peux t'y rendre qu'en étant seul et dépouillé de toute arme ou objet magique pouvant être utilisé comme tel. Seul ton esprit, ton corps, ton âme y seront acceptés. Tu peux porter les restes de ton amour pour te protéger si tu le souhaites. Seulement, elle te sera plus lourde que son poids réel. Va! Explore les ombres et trouve les sources de ce chaos. Il n'y a qu'en connaissant les origines que tu parviendras à trouver les solutions pour reconstruire ton héritage. Sur ces paroles, Morgane avait entrepris sa quête. Il ne lui restait plus rien de toute façon. Elle n'avait pas d'autre choix que de se rendre là-bas et de résoudre ce mystère si elle voulait un jour sortir de cette impasse. Maintenant, Morgane se retrouvait là, aérée dans les décombres, à partir vers l'est, vers l'ouest, sans savoir réellement où chercher ni quoi chercher. Il n'y avait que très peu de visibilité. Le silence était plombant. Il n'y avait pas âme qui vive en ces lieux abandonnés. Quand tout à coup, elle entendit un craquement provenant de sa droite. Et elle se tourna et pointa sa main pour éclairer la zone. La pénombre était opaque et elle ne pouvait éclairer à plus de 2 mètres devant et lui. On ne pouvait voir qu'un sol aride et dévasté par le désastre qui avait conduit Morgane ici. Les ruines partout, des ruines, des morceaux de murs qui faisaient redoubler de vigilance Morgane. Et elle ne pouvait pas se permettre de se blesser. Elle était déjà assez affaiblie par le cataclysme qui s'était produit. Il n'y avait quasiment plus de denrées, l'eau se raréfiait
et les maladies commençaient à pulluler dans le royaume suite à cet événement. Il y eut des grondements. La terre avait tremblé, et ensuite une explosion avait tout ravagé. Les maisons avaient été quasiment toutes détruites. Le peuple sur lequel veillaient les parents de Morgane avait connu de lourdes pertes. Il ne restait presque plus personne. Par chance, Saon préceptrice était encore en vie et l'avait recueilli. Plus Morgane poursuivait son exploration, plus son esprit s'encombrait de questions. Comment allait-il faire pour gérer tout un royaume en ruine? Les quelques membres du conseil de ses parents restants la soutiendraient-ils? Pouvait-il espérer voir la prospérité revenir? Pourquoi maintenant? N'y avait-il pas eu des signes annonciateurs d'un tel chaos? Plus Morgane se posait de questions, moins Yael prêtait attention à son environnement. Soudain, Yael sentit le sol se dérober sous ses pieds, et Yael chuta. Yael tomba dans un trou qu'elle n'avait ni vu ni connu. Pour autant, c'était la maison où Yael avait grandi, et elle était censée la connaître. Mais Yael glissait dans ce trou béant. Pour freiner sa descente, Yael tentait de se rattraper à bon nombre de pierres et autres aspérités se présentant sur son passage. Hélas, son armure était en piteux état, et à chaque tentative, un morceau se brisait et l'empêchait de s'agripper. Morgane se sentait de plus en plus désemparée et pensait que c'était bientôt la fin. La descente fut longue et éprouvante, mais le sol, si c'était bien de cela dont il s'agissait, vint bientôt à sa rencontre. Encore une fois, son armure la protégea au détriment de sa solidité. Et elle serait bientôt vulnérable, sans protection. Son armure ne lui serait bientôt plus d'aucune utilité. Au départ, comme pour se rassurer, elle l'avait enfilée et portée. Maintenant, Morgane se rendait compte qu'elle ne pouvait plus trop lui servir. Elle était trop usée, et les quelques morceaux restants semblaient peser 100 de fois leur poids. Il fallait qu'elle se fasse une raison. Bientôt les restes de son armure l'empêcheraient d'avancer et de trouver des réponses à ses questions. Morgane se délesta des derniers lambeaux d'armure qu'elle portait. La différence en fut immédiate, et elle trouva un nouveau souffle avant de se lancer dans l'exploration de l'endroit où elle était tombée. Morgane orienta sa main lumineuse d'est en ouest, et elle éprouva de la reconnaissance pour ses dons. S'il y a bien une chose qui était à la fois étrange et bienvenue pour elle lui, c'était d'avoir appris à utiliser la lumière qu'elle avait en elle lui. C'était une particularité de son peuple. Chaque personne naissait avec cette capacité de faire jaillir sa lumière à l'extérieur d'elle, pour éclairer leur chemin dans la pénombre. Cependant, chaque individu en possédait une d'une intensité et une couleur différentes, qu'il tenait à chacun et chacune de faire progresser si elle le souhaitait. C'était une vraie bénédiction pour Morgane de savoir s'en servir. L'air songereuse, Yael se remémora où Yael était le jour du drame. Cela faisait plusieurs années que ses parents l'avaient confiée à Saon préceptrice. Yael lui apprenait à utiliser sa lumière et bon nombre d'autres choses utiles à la future gouvernance du royaume. Morgane était bien loin du château et de toutes ses convenances. Tout en divaguant dans ses pensées, Morgane contemplait et se laissait absorber par la douceur et la beauté de sa lumière. Il y avait là un mélange de tendresse et d'admiration à l'égard de ce don béni par la source. Comment ne pas se laisser envoûter par tant de mystère et de beauté? Durant cet instant de contemplation extrême, Morgane en oublia presque sa mission. Et elle fit vite rappeler à la réalité, lorsqu'elle sentit une odeur nauséabonde monter à ses narines. Elle provenait du tunnel en face à elle, lui. Intriguée par l'odeur, Yael avança doucement et précautionneusement. Et elle ne voulait pas subir une nouvelle chute inopportune, car cette fois, sans son armure, Yael était vulnérable. Morgane ne reconnaissait pas les lieux où Yael se mouvait. Et elle se souvenait des souterrains qui se tenaient sous cette demeure, et s'était même amusée à en cartographier une partie quand elle était enfant. Ses parents la cherchaient sans cesse dans les dédales de tunnels et autres cryptes. Seulement cette fois, c'était Yael qui cherchait quelque chose en ces lieux.
Morgane songea un instant, et elle crut reconnaître une des cryptes dans laquelle elle se recueillait entre deux explorations. Ce n'étaient que des ruines, et elle s'avança pour éclairer la zone. Il y avait eu de nombreux effondrements, mais c'était bien l'endroit auquel elle pensait. Et elle s'accroupit pour regarder les quelques dégâts qu'il y avait eu. Morgane trouva dans les ruines des statuettes qui étaient présentes sur l'autel devant lequel elle venait passer quelques moments de calme et de repos, quand la vie soutenue de la surface se faisait trop pesante. C'était son sanctuaire à elle, lui. Morgane sortit de ses songes et reprit sa route en direction de l'odeur qui devenait de plus en plus forte et pestilentielle. Plus elle s'approchait, plus elle remarquait que les parois des tunnels qu'elle empruntait étaient en décomposition et recouvertes d'une matière putride. Cela lui rappela que peu de temps avant les événements, des personnes issues des confins du royaume avaient transmis des missives à Saon préceptrice, l'informant de faits similaires. Morgane n'y avait pas accordé plus d'attention que cela, car ces faits étaient récurrents depuis quelques années. Cela étant, Morgane poursuivait son exploration quand elle déboucha sur une cavité immense. La résonance des lieux lui permettait d'en définir la hauteur et la profondeur. Morgane s'aperçut aussi que sa lumière l'éclairait beaucoup plus qu'avant. Alors que Morgane faisait le tour d'elle-même pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger, et elle entrevit une ombre passer furtivement aux limites de ses capacités de visibilité. Et elle se dirigea vers le lieu où elle l'avait vue. Il n'y avait rien. Rien qu'un sol jonché de pierres et de cette matière putride qui semblait être l'origine de la décomposition des murs et de l'odeur atroce qui régnait en ces lieux. Peu rassurée par la lourde ambiance des lieux et souhaitant se rassurer, Morgane entreprit d'explorer la cavité et d'aller en direction de l'endroit où les ombres s'étaient dissipées. Il retentit alors un bruit sourd derrière elle. Et elle se retourna, avança pour éclairer la zone et vit qu'une grosse partie de la paroi par laquelle elle était entrée s'était effondrée. Morgane était prise au piège. Et elle passa sa main près des parois pour éclairer et chercher une issue à sa prison. Mais il n'y avait que ces parois recouvertes de cette substance étrange, à l'odeur bien trop présente. Morgane entreprit de faire quelques prélèvements pour mieux analyser la matière étrange, et se ravisa. Et elle avait eu comme un pressentiment qu'il ne valait mieux pas entrer en contact avec la matière. Tout en poursuivant son exploration, elle tomba sur une inscription en langue ancienne. Par chance, Saon préceptrice lui avait enseigné quelques rudiments de cette langue. Il était inscrit « Qui sait écouter saura s'envoler vers sa destinée ». Morgane poursuivait son exploration et eut un moment de recul lorsqu'elle vit deux petites statues. C'étaient deux enfants, et elle était recouverte de la substance. Morgane s'approcha pour les observer et les analyser. Plus elle regardait les statues, plus elles semblaient vivantes. Les traits fins de la réalisation étaient d'une minutie incomparable. Les plis des vêtements, le détail des cheveux, on aurait presque pu passer la main dedans et sentir leur texture. L'ombre d'un instant, Morgane crut sentir la froideur d'un souffle provenant d'une des deux statues. Après un moment de calme, Morgane tenta de nettoyer les statues pour faire honneur à leur délicatesse, lorsqu'une d'elles sembla bouger et murmurer. « Non, ne nous touchez pas. » Morgane eut un mouvement de recul. Puis, elle se rapprocha et vit que les statues étaient bel et bien vivantes. Elle bougeait légèrement les yeux. La statue qui semblait la plus âgée commença à parler. Sa voix était presque inaudible. « Pourquoi es-tu ici? Comment es-tu arrivé jusqu'à nous? » Je suis à la recherche de la source de l'écroulement de la forteresse de mes parents et du royaume. Il y a eu une explosion. Les différentes galeries et éboulements m'ont conduit jusqu'à cet endroit. Et vous, que vous est-il arrivé? Depuis combien de temps êtes-vous immobilisé dans cette cavité?
As-tu de l'eau et de quoi manger? Nous n'avons plus rien depuis très longtemps pour te répondre. Nous avons besoin de nous restaurer. Par chance, Morgane avait pris avec elle lui de quoi se nourrir et s'abreuver. Certes, il y en avait peu, mais Yael les partagea volontiers. Sur les conseils de l'enfant, Yael les déposa à ses pieds. La petite statue se mut alors de façon lente, ramassa les victuailles et entreprit de nourrir la seconde statue, qui semblait être plus jeune qu'elle lui. Morgane remarqua qu'au contact des mains des enfants, la matière étrange qui recouvrait les murs de leur corps se répandit sur les aliments et sa gourde. L'enfant qui semblait être la plus âgée raconta ce qui leur était arrivé. Morgane apprit ainsi que cela faisait plusieurs mois que les enfants étaient coincés ici, en ces lieux, bloqués par la substance. Elle avait d'ailleurs un nom, c'était le Pourgoulis. Les enfants connaissaient son nom, car leur contrée en avait été infestée. Et elles étaient alors venues vivre plus près du château de Morgane, car elles ne pouvaient plus habiter chez eux par risque d'être contaminées. Malheureusement, un jour, alors que les deux enfants jouaient dans les galeries souterraines du château, la plus jeune toucha accidentellement une des parois contaminées de la cavité où elle se trouvait. La deuxième souhaita la soigner, mais malheureusement, elle fut contaminée à son tour. Pour ne pas propager la matière plus dans le royaume, elles décidèrent de rester où elles étaient. Les enfants se prénommaient Ellie et Artie. Artie était la plus âgée des deux. Et elles étaient à Delphes. Heureusement, elles ne sortaient jamais sans nourriture et eau. C'est ainsi qu'elles purent survivre jusqu'à présent. Puis, le Pourgoulis, se propageant sur leur corps, il les empêcha de bouger et les fit entrer dans une sorte de stase. C'est ainsi que petit à petit leur aspect se modifia pour ressembler à celui de statues. Morgane apprit d'Ellie et Artie que ses parents avaient lancé des recherches sur le Pourgoulis et que c'étaient les tentatives des alchimistes qui avaient créé l'explosion originelle qui avait mené à l'écroulement du royaume. La matière était très sensible et semblait avoir sa propre conscience. Comme pour se protéger des attaques incessantes des alchimistes, elle s'était embrasée et avait réagi comme une bombe. Les enfants expliquèrent à Morgane que si elle savait tout cela, c'était grâce au Pourgoulis. Une fois en contact prolongé avec la matière, elle partageait sa conscience. Et elles expliquèrent alors toutes les émotions, les visions et les ressentis qu'avait partagé le Pourgoulis avec elle. Morgane écoutait les enfants parler de leur histoire et de celle du Pourgoulis, et elle se remémorait des moments de sa propre enfance. Morgane était étonnée des similitudes entre son histoire et celle d'Ellie et Artie. Parfois, elle se demandait presque si elle ne les avait pas croisés et vécu au même moment les mêmes événements. Le temps passa et se perdit. Morgane se posait de plus en plus de questions sur la véracité du récit d'Ellie et Artie et de celui au sujet du Pourgoulis. Ils étaient bien trop similaires au vécu de Morgane. À peu de choses près, le Pourgoulis pouvait être la métaphore de sa souffrance. Et elle pensa à ce moment où elle fut obligée de renoncer à ses rêves d'enfant pour embrasser une vie de mage supérieur, un destin que lui avaient tracé ses parents avant que le trône ne lui soit confié. Et elle se rendit compte qu'elle avait volontairement occulté cette partie de sa vie afin de ne plus en souffrir. Morgane osa une question et s'adressa à Ellie et Artie. Votre histoire est vraiment surprenante. Elle ressemble avec une extrême précision à la mienne. Êtes-vous médium ou télépathe pour savoir tout cela? Je peine à croire que nous puissions avoir des vécus à ce point similaires. Nous ne sommes rien de tout cela, Morgane. Morgane réalisa alors que le Pourgoulis avait commencé à disparaître des deux enfants et qu'elle retrouvait petit à petit un aspect normal. Était-ce dû à la nourriture ou quelque autre magie? Morgane en fit la remarque aux enfants. Vous guérissez. Comment cela est-il possible s'il n'y a pas de remède? Tu n'as donc pas compris? Que devrais-je comprendre? Nous sommes toi. Le Pourgoulis est ton œuvre.
Quoi? Comment ça, le Pourgolis est mon œuvre? Pourquoi dites-vous que vous êtes moi? Que racontez-vous? C'est absurde! Rappelle-toi, Morgane, nous sommes tes ailes, tes souvenirs, tes rêves. Tu nous possédais lorsque tu étais enfant, et tu nous as perdus lorsque tu as commencé ton apprentissage de la magie. Tu avais honte de nous. Tu as utilisé des sorts pour nous cacher et nous oublier. Le Pourgolis n'est que le résultat de tout ça. Il est la marque de ton rejet et de ta souffrance. C'est pour cela qu'il n'y a que toi pour le faire disparaître. Je ne vous crois pas. C'est impossible. Morgane s'éloigna d'un coup et entreprit de partir loin. Seulement, et elle se rappela qu'elle était coincée dans cette cavité, qu'elle n'avait vu aucune sortie possible à sa hauteur, sans entrer en contact avec le Pourgolis. Morgane refit le tour des parois de la cavité en espérant entrevoir une brèche. Mais il n'y avait rien. Juste les 2 enfants et l'inscription devant laquelle Yel repassait plusieurs fois avant de s'y arrêter de nouveau. Qui sait écouter saura s'envoler vers sa destinée. S'envoler. Un instant, Morgane songea à chercher une issue par le plafond de la cavité. C'est alors qu'Ellie le remarqua et lui dit « Si tu veux absolument sortir d'ici et soigner ce qui a été fait, tu dois nous faire confiance. La seule issue possible se situe au centre du plafond, à plus de 10 mètres de haut. Nous sommes une partie de toi. Pourquoi ne veux-tu pas l'entendre ? C'est trop étrange. Comment une partie de moi aurait-elle pu se matérialiser ici? Cela n'a pas de sens. Tu as certaines particularités, Morgane, comme beaucoup de personnes de notre royaume. Seulement, nous ne les montrons pas, et parfois, nous nous séparons, comme c'est le cas pour toi. Fais-nous confiance, donne-nous ta main. Ensemble, nous pouvons sortir d'ici. Morgane se demanda pourquoi. D'un seul coup, Artie et Ellie l'autorisaient à les toucher, alors que juste avant, elle refusait à cause du Pourgolis. C'est alors qu'elle vit et comprit que les 2 enfants s'étaient libérés des chaînes de la substance. Comment cela est-il possible? Le Pourgolis a complètement disparu de vos corps. Ton cœur nous écoute, Morgane. C'est pour cela que le Pourgolis se retire. Mon cœur vous écoute. Morgane plongea un instant dans ses pensées et relut la phrase gravée dans la paroi. Qui sait écouter saura s'envoler vers sa destinée. C'était donc ça, écouter et s'écouter, était la solution pour sortir d'ici et soigner l'origine du mal de son royaume? Morgane saisit les mains des 2 enfants. Une lumière aveuglante jaillit et illumina toute la cavité d'une lueur blanche et chaleureuse. Le Pourgolis commença à s'effacer et Ellie et Artie rejoignirent le dos de Morgane. Des ailes! Ellie et Artie étaient le nom qu'elle avait donné à ses ailes quand elle était enfant. De magnifiques ailes lumineuses qui lui avaient valu à l'époque les critiques et les moqueries de personnes du royaume, y compris de sa famille, à l'exception de ses parents. C'est pour cela qu'elle avait essayé de les cacher et de les oublier. Abandonner cette partie d'elle lui l'avait énormément affectée. Une fois la lumière de la fusion dissipée, Morgane entreprit de réactiver sa lumière afin de chercher la fameuse sortie en hauteur. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque celle-ci irradia la cavité dans son ensemble. Morgane n'en revenait pas de l'intensité qu'elle possédait. Chose étrange, cette intensité n'était en aucun cas aveuglante. Morgane regarda alors en direction du plafond. Il y avait un tout petit trou, laissant entrevoir le ciel. Seule une personne de sa corpulence pouvait passer à travers. Et elle entreprit de battre des ailes, et c'était comme si elle avait toujours su faire ça. Yel se rappela alors qu'enfant, Yel s'amusait à faire tourner en bourrique les personnes qui veillaient sur elle lui, quand ses parents ne pouvaient être disponibles. En quelques battements d'ailes, Morgane fut dehors, et le jour commençait à se lever sur ses terres. Au fil des minutes, où Yel profitait du point de vue, Morgane aperçut que le Pourgolis commençait à reculer. Yel parta rejoindre Saon préceptrice et lui raconta toute l'histoire de son périple et l'origine des événements qui avaient mené à la catastrophe. C'est alors
que la haie préceptrice de Morgane se rappela qu'elle avait lu dans un ancien grimoire qu'un événement similaire s'était produit. Le royaume étant relié par son essence à celui qui en a le soin, si cette personne ne se portait pas bien, les terres et les habitants du royaume reflèteraient ce mal. Ainsi, Morgane comprit qu'avoir occulté ce qu'elle était avait causé les événements qui conduisirent le royaume à cet état. Sur les conseils de Saron préceptrice, Yel partit se retirer quelque temps dans un temple afin d'étudier ses capacités et apprendre à les maîtriser afin de revenir plus solide et apaisé pour gouverner et prendre soin du royaume. Le temps de son absence, les quelques anciens membres du conseil de ses parents acceptèrent et assurèrent la gouvernance du royaume. Au fil des semaines où Morgane apprenait à connaître, accepter et maîtriser ses capacités, le royaume renouait avec la douceur de vie passée et un nouvel élan d'espoir se profilait. Lorsque Morgane revint de son apprentissage, le Pourgoulis avait complètement disparu et le royaume pouvait enfin songer à se développer sereinement. Un nouvel avenir était né. Voilà comment se termine notre histoire. Morgane est partie en exploration dans les tréfonds de son âme et a compris que c'était qu'elle avait refoulé une partie de son être, que son royaume s'en était vu affecté. As-tu deviné qui étaient nos conteuses ? L'histoire t'a été contée par l'ermite, arcane majeur du tarot de Marseille, accompagné par le 4 de coupe et le 6 d'épée, qui sont des arcanes mineurs. Toutes trois nous proposent de faire le point et de réaliser que tout n'est peut-être pas si stable émotionnellement en nous. Que peut-être nous avons quelque part d'ombre à traiter, soigner et faire évoluer pour se sentir complet et complète. Mais qu'est-ce que l'ombre ? Pour moi, l'ombre, c'est l'ensemble des traumas, blessures, regrets, mauvaises actions et culpabilités passées que nous avons préféré oublier, occulter, voire costumer. Tout ceci afin d'éviter de les regarder en face et d'accepter l'impact qu'elles ont sur nos vies, nos réactions et notre bien-être émotionnel. Seulement, ici avec cette narration, on comprend que ces parts d'ombre ont un impact également sur l'environnement extérieur et le corps de Morgane. Ainsi, nos trois conteuses nous invitent à nous pencher sur notre état physique propre, à questionner notre corps, pour voir si nous ne sommes pas en train de somatiser quelques petites ombres qui restent bien planquées. C'est un peu comme retrouver des morceaux de fromage dans son canapé. Ça ne sent pas bon et ça incommode pendant un temps et il ne vaut mieux pas laisser traîner. Si on les prend une par une, chaque arcane apporte son lot de réflexion. Le 4 de coupe nous informe sur notre stabilité et notre équilibre émotionnel. Il nous questionne sur notre zone de confort et si celle-ci nous correspond et nous permet de nous épanouir. Sommes-nous heureux et épanouis dans nos vies ? Nous sentons-nous bien dans cette fameuse zone de confort ou au contraire devient-elle étroite et inconfortable ? Est-ce que l'on s'ennuie dans notre quotidien ou notre routine nous convient-elle ? Comment pouvons-nous dépasser cet état et accueillir la nouveauté ? C'est un lot de questions non exhaustives concernant cet arcane, cependant elles sont essentielles. Ensuite vient l'ermite qui nous propose de partir à la recherche et de faire l'exploration de nos tréfonds. Avec sa petite loupiote, il part seul dans une forme de pèlerinage et une introspection nécessaire. Cet arcane met l'accent sur l'acte choisi et délibéré de partir chercher des réponses à ces questions, de partir volontairement explorer son subconscient. Comment prendre soin de nous ? Quel rêve d'enfance sommeille en nous ? En quoi croyons-nous ? Prenons-nous suffisamment soin de nous ? Si nous étions seuls avec nous-mêmes, nous aimerions-nous ? Voilà des exemples de questions que soulève l'ermite au cours de cette histoire. Pour finir, le 6 d'épée, ici, nous invite à prendre de la hauteur par rapport à nous-mêmes et à des situations désagréables. Dans sa version tranchante, il s'agit de prendre la poudre d'escampette et de se sauver soi-même sans rien prendre. Prends le strict minimum. Dans sa version plus douce, et dans cette histoire en l'occurrence, le 6 d'épée nous prend un peu la tête en agitant notre magnifique esprit et en le bombardant de questions existentielles. Son action entre en résonance avec celle de l'ermite.
il l'appuie dans sa quête et va même plus loin en questionnant notre part d'originalité et ce qui fait de nous des êtres uniques. De quoi se compose notre originalité ? Comment assumer cette facette de nous-mêmes ? Comment pouvons-nous canaliser cet esprit foisonnant et toutes ces idées ? Par quels moyens pouvons-nous prendre de la hauteur et mettre de la distance par rapport à nos limitations ? Voilà une partie des questions que révèle le 6 d'épée au cours de notre récit. L'alliance de ces 3 arcanes nous promène et elle nous tend la main pour nous proposer de vérifier que tout va bien et de prendre soin de nous aimer dans toutes nos particularités. Si on devait synthétiser leur message, ça donnerait « Es-tu prêt ou prête à sortir de tes habitudes qui te lassent pour aller découvrir la personne extraordinaire que tu es et te détacher du regard des autres ?» Voilà pour cette petite partie d'analyse du jeu de tarot qui nous a accompagnés pour notre petite histoire d'ombre et lumière. J'espère qu'elle t'aura éclairé et permis de découvrir une autre facette et une autre façon d'utiliser le tarot de Marseille. C'était le premier épisode des Histoires de la Louve. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Si cet épisode t'a plu ou a titillé ta curiosité, tu peux laisser des commentaires, mettre des étoiles ou des petits cœurs suivant la plateforme que tu utilises. Tu peux aussi m'écrire via le compte Instagram du même nom et n'hésite surtout pas à me faire part de ton avis. Ton retour me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Les histoires sont en lecture libre sur le compte. Sur cette note, je te dis à plus tard et te souhaite une belle journée. À très bientôt dans le podcast des Histoires de la Louve.